Et on est parti, on commence le chapitre numéro 2 et dernier chapitre d'optique. L'optique est une partie très courte, d'accord? C'est deux chapitres, a priori. Et sur les instruments d'optique, donc chapitre 2. Instruments d'optique et votre programme est essentiellement centré sur un appareil qui sont les lentilles et bien entendu les choses qu'on peut construire avec. Vous n'avez plus de programme depuis une dizaine d'années maintenant, les miroirs sphériques, ce qui est fort dommage parce que c'était sympa aussi. Mais donc on se limitera aux objets qui sont constitués d'optique. Voilà, donc on est parti. Vous allez commencer à avoir l'habitude, les paragraphes se ressemblent à peu près tous. On commence par des généralités et bien entendu on commence par, comme on est dans des scientifiques et qu'on sait bosser, les définitions. Bien joué. Voilà. Alors, en gros, un instrument d'optique, c'est pas facile à définir en fait sur le papier. Ce que je vais dire, c'est qu'un instrument d'optique, c'est tout instrument qui est susceptible de dévier le trajet de rayons lumineux. C'est un instrument d'optique. Vous voyez qu'en soi, c'est pas grand-chose, d'accord. Ça peut être extrêmement varié, les instruments d'optique. Vous pouvez avoir une lentille simple, une vitre est un instrument d'optique, même si ça ne sert pas à grand-chose en tant que tel, ça n'a pas forcément de but. Des lunettes, un instrument d'optique, une lunette, celle-là, lunette de vue s'entend. Une loupe, une lunette astronomique, n'importe quoi, qui a un objectif particulier, mais moi je vais rester extrêmement général. Un instrument d'optique, c'est un truc qui reçoit des rayons lumineux, d'accord, et qui va les dévier pour fabriquer des rayons émergents, d'accord. Ça va être ça ma définition d'un instrument d'optique. Donc on est parti, un instrument d'optique est un appareil recevant des rayons lumineux. Ces rayons lumineux, on va leur donner un nom, on va dire que ces rayons sont incidents. Dit incident pour les dévier et produire des rayons dits émergents. Voilà. Alors, en général, à tout rayon émergent va correspondre un rayon incident. Par contre, vous pouvez avoir des rayons incidents qui ne sortent jamais d'un dispositif d'optique parce qu'il est absorbé au milieu, parce qu'il s'est perdu dans le cours de route, voilà, etc. etc. Alors, en gros, ce que ça vous raconte, c'est que donc un système optique, je vais le représenter généralement comme ça, comme une espèce de gigantesque parenthèse, un peu moche, d'accord, voilà. Je vais l'appeler S, d'accord, donc ça va être un système. Et ce que ma définition raconte, c'est que grosso modo, vous avez par exemple un rayon incident qui arrive comme ça, et puis il va sortir, je sais pas, moi comme ça, voilà. Et vous pouvez avoir un autre rayon incident qui arrive, j'en sais rien, moi comme ça, et puis il va ressortir, je sais pas, moi comme ça, voilà. C'est ça que ça vous raconte. C'est pas. En soi, la définition dit un truc, enfin, prend un tour compliqué pour dire un truc assez simple, quoi, globalement. D'accord. Voilà. Donc, dans les questions de quand vous voulez définir un rayon incident, donc un rayon incident, c'est donc un rayon qui arrive sur le système. Un rayon émergent, c'est donc un rayon qui sort du système. Voilà. C'est bon, j'ai pas besoin de le réécrire, c'est inclus dans la définition. Alors, l'idée est la chose suivante, et c'est là où ça va être extrêmement important. Si vous avez déjà essayé de prendre une photo, par exemple, ou regarder à travers des jumelles ou des choses comme ça, surtout des objets réglables, vous avez dû vous rendre ou utiliser des systèmes optiques pas terribles, du genre une bouteille, un verre d'eau, du verre mais pas très plat, etc., etc. Vous avez dû vous rendre compte qu'il se passe quelque chose. Si vous avez un système d'optique mal préparé, grosso modo un peu quelconque, vous avez la réalité qui est constituée d'une infinité de points objets. D'accord. Donc là, vraiment, on parle de points. Et en fait, vous, quand vous regardez à travers la système optique, vous voyez quelque chose qui est flou. D'accord. Vous avez déjà vu flou à travers un objet. Voilà. Ça vous raconte en fait que à un point objet de la réalité, d'accord, un point particulier, va correspondre non pas à un point, mais quelque chose qui est une tâche. C'est ça en fait, faire quelque chose de flou. C'est que grosso modo, les points, au lieu d'être des points,
vont devenir en fait des choses comme une extension spatiale qui vont se recouvrir les uns les autres d'un point de vue de votre vision. D'accord ? Et ça, ça fait que votre instrument d'optique est donc de mauvaise qualité. Ce qui vous intéresse en général, c'est de partir d'un truc qui est ponctuel et pour revenir à un truc qui est ponctuel. Donc ça, en fait, ça va nous obliger à faire un certain nombre de définitions pour essayer de comprendre comment on caractérise ce phénomène-là. D'accord ? Ce phénomène, là, on va arriver à l'issue de ce cours, c'est ce qu'on appelle le stigmatisme. C'est que, grosso modo, quand vous avez un point, à l'arrivée, vous retrouvez un point. D'accord ? Mais comment les points se forment, comment ça marche, d'accord ? C'est ça à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, on va faire des définitions. Alors, je sais que vous avez appris votre cours ce week-end, d'accord ? J'espère que vous avez commencé à comprendre, déjà qu'il y a de la masse, mais ça, bon, ça c'est normal, mais aussi de l'importance d'apprendre les définitions de façon extrêmement propre. Autrement dit, alors, pour l'instant, pour vous, ça va être mot à mot, d'accord ? Voilà. Une fois que vous aurez l'intelligence et que vous comprendrez bien quelque chose dans son ensemble, vous pouvez changer les mots. D'ailleurs, moi, d'une année sur l'autre, comme je n'ai pas de notes, mes définitions changent un peu, mais elles disent toujours la même chose. Il est extrêmement important que vous ne fassiez pas d'approximation sur le sujet, que vous ne dites pas « ouais, c'est vago, c'est un truc comme ça », parce que vous n'avez pas encore le niveau pour savoir à quel point vous pouvez enlever des bouts ou rajouter des bouts sans dénaturer complètement la définition. D'accord ? Dans ce chapitre-là, le chapitre d'optique en soi, c'est un chapitre qui n'est pas extrêmement difficile. Par contre, il a pour objectif de vous faire prendre conscience que apprendre les définitions vraiment au pixel près, c'est important. Parce que sinon, vous allez raconter des conneries. D'accord ? Ça commence maintenant. Donc, les définitions qui vont venir, là, point objet, point image, foyer, etc., etc., d'accord ? C'est les définitions que vous devez apprendre par cœur. Comprendre exactement ce qu'elles veulent dire et pas voilà. Donc, je vais vous donner la définition des choses et je vais vous dire ce que je veux pas, surtout. D'accord ? Donc, on est parti. Donc, l'idée est la chose suivante. On va donc essayer de définir des concepts comme objet et des concepts comme image, c'est-à-dire, grosso modo, l'espèce de truc qui va nourrir votre système et ce qui va en sortir. D'accord ? Donc, on y va. On appelle point objet pour un système S. Alors, petite remarque, j'écris plus jamais optique, système, ce sera toujours système optique dans ce chapitre-là, c'est pas la peine que je le rajoute. Pour un système S, le point de concurrence de porteuses incidentes. Ça, c'est la définition stricte du truc, d'accord ? Est-ce que tout le monde comprend ce que veut dire porteuse incidente ? C'est la porteuse des rayons incidents, d'accord ? Voilà, c'est ça l'idée. Alors, ça, visuellement, voilà à quoi ça ressemble. Je vais vraiment faire alors, je vais faire d'abord l'exemple le plus basique. Vous avez donc un système ici. Et ça, c'est probablement la vision la plus basique que vous ayez d'un point objet. Donc ça, c'est un point objet pour S. D'accord ? Vous êtes d'accord que c'est le point d'intersection de porteuses incidentes. Faites attention, vous avez également cette configuration-là. Je vais faire un dessin à côté. Parce que si je ne mets pas point d'intersection des rayons incidents, il y a une raison. C'est tout simplement parce que vous pouvez aussi avoir cette configuration-là. D'accord ? Vous voyez qu'ici, comme les rayons rencontrent le système avant de se rencontrer, les rayons seront déviés par le système avant, mais néanmoins, leurs porteuses sont quand même concurrentes en un seul point. On est d'accord ? Donc ça aussi, si j'appelle ça S, ça aussi c'est un point objet. On est d'accord là-dessus ? C'est clair sur le sujet ? D'accord ? Oui. C'est-à-dire faire des points objets dans le système ? Dedans, n'importe où en fait. Là, dedans, c'est juste parce que j'ai fait mon truc. Il faut se mettre au-delà. Ça peut être un peu n'importe où. D'accord ? Voilà. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, et je vais en parler un peu après, imaginons en fait que ces rayons-là viennent d'un autre système avant. D'accord ? Vous voyez qu'en fait, ces rayons-là, ils n'entrent pas dans le système précédent. Ils en sortent. Donc ce sont des rayons émergents dans cette histoire. D'accord ? C'est ce qui va me donner la définition d'après, ce sera des points images. Et ça, c'est extrêmement important
Un point objet, c'est toujours relatif à un système. Parce que le côté incident ou émergent dépend du système. D'accord? Donc il n'y a pas de point objet pur comme ça, seul. D'une certaine façon, si vous prenez une source primaire, un point d'une source primaire est un point image pour cette source. C'est grosso modo ça sort dans cette histoire. Alors on y va, deuxième définition, donc ça va être exactement la même, mais en remplaçant incident par émergent. Je t'écoute. Vous avez mis point objet et Pour S. pardon. Pour S, c'est la même chose. Ok. C'est la même chose que j'ai écrit ici. On appelle point image pour un système S le point de concurrence de porteuse émergentes. Donc, je vais faire le dessin le plus évident, et ensuite, pareil, le dessin... donc ça, c'est mon système S, ça n'a pas changé. Donc, le dessin le plus évident, c'est un truc comme ça. Vous avez des rayons émergents, et ils se coupent en un point donné. D'accord? Donc, ce truc-là, ça serait un point image pour S. Et l'autre dessin, ça serait par exemple, je sais pas, on peut faire, pour pas que ça vous perturbe, que ce soit à l'intérieur, je peux faire quelque chose comme ça. Voilà, d'accord? Donc ce truc-là est aussi un point image. Oui, je t'écoute. C'est pas aussi un point objet du coup? Non, parce que les rayons ne sont pas incidents. Les rayons, ils sortent du système. D'accord? Si je mets des rayons ici, tac, 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 ça devient un point objet, mais par contre, ces rayons n'existent plus, parce que les rayons seront déviés par le système entre-temps. Ouais. Vraiment que les rayons ils sont parallèles, il y a forcément un point. Alors, même quand ils sont parallèles, ça va être ma remarque qui suit. D'accord? Si les rayons sont parallèles... Alors, non. Si tu as deux droites, oui. Si tu en as trois, beaucoup moins quand même. Trois droites sont pas forcément concurrentes. On est d'accord? Pas concurrentes, enfin, mais c'est pas forcément concurrentes. D'accord que deux droites non parallèles se coupent. Avec une troisième droite, elle va avoir des points d'intersection avec les deux autres, mais c'est pas forcément le même point. Voilà, c'est l'idée. Oui. Et le point de. Concurrence. Toujours le même. Vous savez, ça veut dire un point de concurrence? Oui, c'est ce que ça veut dire un point de concurrence? C'est le point, c'est le point commun d'intersection. D'accord? Des droites sont concurrentes quand elles se coupent en un seul et unique point. C'est ça qu'on appelle la concurrence. Oui, je t'écoute. Elles sont dédiées ou pas les... Elles sont quoi? Elles sont dédiées ou pas les... Avec les porteuses? Ici? Non, les porteuses portent les rayons. Ah, ok, du coup c'est juste... C'est juste j'ai prolongé. Par contre, effectivement, ce rayon-là est issu d'un bordel quelconque à l'intérieur du système. Cette situation-là, vous la connaissez très très bien, c'est quand vous regardez dans un miroir plan. D'accord? Pour vous, il y a un point qui est de l'autre côté du miroir plan, qui est le point d'origine de rayons qui sortent du miroir plan. Mais ce point n'existe pas. D'accord? C'est vraiment uniquement l'intersection de porteuses. Voilà, donc ça c'est bon. Je fais une première remarque qui est, en fait, une remarque qui est aussi un rappel. Si on a des rayons incidents ou émergents parallèles, alors en fait le point de concurrence est à l'infini. Je vous rappelle que ça modélise un point à l'infini dans cette histoire. Si on a des rayons parallèles, alors l'objet ou l'image est à l'infini. Petite remarque, les plus réveillés d'entre vous, surtout si vous avez appris votre cours de la semaine dernière, vous vous rendez compte qu'à l'infini, je reste volontairement flou parce que je ne dis pas si c'est à l'infini là-bas ou à l'infini là-bas.
D'accord? En optique, c'est le même endroit. D'accord? Ceci modélise tout autant un point objet, enfin pas un point objet, en l'occurrence c'est forcément un point image, d'accord? Mais un point qui serait là-bas, qu'un point qui serait tout là-bas. D'accord? Voilà. Ça c'est un point image ou un point objet, je viens de le dire, mais c'est juste pour le dire. C'est un point image, d'accord? Tout simplement parce que les rayons sont émergents. D'accord? Ça c'est une image à l'infini. Petite remarque extrêmement importante, si je considère la situation suivante. Avec un système que je vais appeler S1 suivi d'un autre système que je vais appeler S2. D'accord? Et je vais imaginer, en fait, je vais utiliser les couleurs juste pour qu'on distingue un peu les divers rayons émergents ou incidents. Donc, je considère par exemple cet objet-là. D'accord? Je vais l'appeler A1. Voilà. Ensuite, je vais avoir cet objet-là. Je vais l'appeler A2. Moi, je vais les appeler A0. J'ai une à partir de 0. A0, A1 ici. Et puis, je sais pas, moi, un truc comme ça, j'en sais rien. Voilà, ici, comme ça. Voilà, hop. Et celui-là, je vais l'appeler A2. Oui. Vous avez mis quoi comme l'objet? L'objet ou l'image est à l'infini. Vous voyez cette ambiance-là? Donc, un système d'optique, c'est extrêmement souvent considéré en fait ce qu'on appelle une association, c'est-à-dire en fait vous avez un premier système optique, puis un deuxième, puis un troisième, d'accord? C'est ce que vous faites à peu près tout le temps. Une lunette astronomique, c'est fabriqué comme ça, d'accord? Je vous rappelle, vous avez l'objectif, puis l'oculaire. Si vous regardez dans le miroir le matin avec des lunettes, vous avez l'objet réel, le miroir, vos lunettes, votre œil, tout un enchaînement de systèmes optiques, d'accord? Jusqu'à ce que ça arrive à votre rétine. Alors ça, cette discussion-là, elle est extrêmement importante. On va essayer de bien comprendre les choses, d'accord? Et on va essayer de piger. A0, c'est quoi au vu des définitions qu'on a vues précédemment? Oui. C'est le point objet sur le système S1. C'est effectivement un point objet pour S1. On est d'accord? Est-ce que c'est un point objet pour S2? Non, absolument pas. D'accord? On voit que les rayons qui tombent sur S2 ne se coupent à aucun moment en A0. D'accord? Oui. Pourquoi on dit que c'est un point objet pour S1 alors que les rayons sont émergents? Lesquels sont émergents? Lesquels sont émergents? C'est de- Les oranges, ils sont pas émergents. Ils arrivent sur S1. D'accord? Ils vont comme ça. C'est bon? C'est juste les flèches, boum, ça arrive comme dans ce sens-là. Petite subtilité, A0 est aussi un point objet pour quelque chose. Oui. Je cherche S0, je ne l'ai pas. C'est plus subtil ça déjà. Ouais. Pour l'air. Pour l'air. Non, on n'invente pas des trucs s'il vous plaît, on fait des trucs. Il n'y a que deux systèmes optiques, on n'en crée pas d'autres. Oui. A1, A est un point, c'est pas un système, c'est pas homogène. Oui. Exact. C'est un point objet pour S1 union S2. Pour l'ensemble du système optique constitué de S1 puis de S2, d'accord? C'est-à-dire que si vous mettez tout ça dans une grosse boîte noire, A0 est un point objet. D'accord? A1, c'est quoi? C'est un point image pour S1. C'est un point objet pour S2. D'accord? Donc, c'est un point image, pardon. Pour S1. C'est un point objet pour S2. Et je vous donne le vocabulaire au passage, d'accord?
Pour l'ensemble des deux, sa porte-annonce s'appelle une image intermédiaire. D'accord? C'est un truc qui est au milieu, qui est conforme au milieu. D'accord? Ça, c'est un truc un peu intéressant. C'est une image intermédiaire pour S1 union S2. Je pense que vous commencez à comprendre la logique. Et A2, c'est quoi? Si on pige. Ouais, je t'écoute. C'est un point image pour S2. Et c'est un point image pour la réunion des deux. On est d'accord? Vous voyez comment ça marche? Donc A2 est, pardon, image pour S2. Et aussi image pour l'union des deux. Donc cet exemple-là, il est important, il rejoint la conversation que j'ai commencé tout à l'heure, pour vous dire qu'en fait, un point objet, ça dépend de votre système, d'accord? Et en particulier, A0 pour S2, c'est rien du tout. S2 ne sait pas que A0 existe. D'accord? La seule chose que c'est S2, c'est 1. Je t'écoute. Ok, ouais. Ah, alors, dire qu'on n'a pas eu d'impact, il en a un parce que c'est la conséquence de A2. Par contre, effectivement, alors, la conversation qu'on a avec ça, c'est une conversation hyper importante. C'est que, en fait, si jamais j'ai ce système-là, par exemple, avec un troisième système, si tu veux, pour S3, il revient exactement au même qu'on ait fait tout ça avant, ou que j'ai mis une source primaire en A2. C'est les mêmes rayons. Pour lui, il voit que les rayons. Il n'a aucune idée de comment on a fabriqué ce point-là. Ça, c'est extrêmement important en optique parce qu'en fait, finalement, un système donné ne voit que les rayons qui lui arrivent sur lui. Il n'a aucune idée de comment ça a été fabriqué, comment on en est arrivé là. C'est pas son problème. Lui, il voit que les rayons qui arrivent. Autrement dit, cette situation-là, par exemple, est l'équivalente à je mets une lampe ici, en A1, et j'éclaire S2. Ça va revenir exactement au même parce que c'est les mêmes rayons. Je te réécoute. Oui. Exact. Image intermédiaire, c'est quand il y a deux systèmes. Voilà. Donc il y a N-1 image intermédiaire si tu enchaînes N systèmes, si tu veux faire ça de manière très générale. Je t'écoute. Du coup, un système en global, on peut le découper en plusieurs... En fait, c'est ça la grande force de l'optique, et c'est là où l'optique devient simple. Il n'existe aucun problème à N systèmes. Il n'existe que N problèmes successifs à un système. Ça paraît pas, mais c'est important, parce que ça prouve qu'en fait, les systèmes n'ont pas d'interaction. Retour ou de saloperie qui viennent vous faire chier. D'accord? En gros, tu dis ok, A0, ça donne ça. Ok, super, maintenant j'ai oublié. Je m'en fous de S1. Maintenant, si j'ai ça, qu'est-ce qui se passe avec S2? Et on avance comme ça. Ça peut être long, mais on n'augmente pas la complexité en enchaînant les systèmes. D'accord? Voilà. Le truc se voit pas par rétroaction. On est d'accord? Voilà, ça c'est bon. Donc, dans la question, il y a une question qui est la question indice dans vos questions de cours, qui est la généralisation de ça. Je vous laisse le faire, c'est juste pour vous. On va généraliser ce truc-là à N systèmes. D'accord? Ok? Donc, je le fais assez rapidement, mais c'est juste que, enfin, je vais aller vite. Je vous laisse faire tout le raisonnement, mais vous allez voir que c'est pas extrêmement compliqué. Si on a N systèmes, numérotés de S1 jusqu'à S indice N, d'accord? À partir de A0, d'accord? Je vais finir à quoi? Si je pars de A0, je vais finir à combien? Raté. Raté. Vas-y. Non plus. À N? Non, pas N-1. À N? Bah, je sais pas, vous avez 1, 2, vous finissez avec A2. C'était pas mortel, quoi. D'accord? Voilà. De A0 à AN, d'accord? On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Donc après, on généralise. Hein. Donc, l'image AI, elle est quoi? Ouais. Ouais, vas-y. C'est le point objet du système SI plus 1. Exact. AI, c'est donc il y a un objet pour S indice plus 1. En admettant, enfin voilà, après le dernier marche pas parce que forcément il n'y a pas de système SI plus 1, d'accord? Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de SI plus 1, mais voilà. Et sinon, c'est une image
de SI. Pareil, ça marche pas avec A0 parce que le système S0 n'existe pas, mais voilà. Oui. C'est aussi une image intermédiaire. Bah, c'est la même chose en fait, c'est une image, donc c'est intermédiaire entre ces deux-là. C'est pareil. D'accord? Le point objet global du système, c'est S0. Le point image final du système, c'est S indice N. D'accord? Si vous prenez le système dans son ensemble. Je t'écoute. Du coup, on a trois systèmes dans la situation. Est-ce que le point A0, c'est l'objet de S1, S2 et S3? Non. A0 est objet de S1 et de S1 union S2 union S3. De l'ensemble complet. A0 n'est absolument rien pour S2. En tout seul. D'accord? Etc. etc. C'est pas extrêmement compliqué. De toute façon, vous aurez rarement des systèmes à plus de deux trucs enchaînés. Mais vous voyez qu'on peut généraliser ça sans aucune forme de difficulté. On est d'accord? Chut. Clac. Je vous laisse la question 1-12 pour que vous réfléchissiez. Ça arrive, vous avez quelques questions qui sont juste là pour vous faire cogiter, d'accord? Miroir, machin, et que vous appliquez ce truc-là. Ouais. On n'a pas de document. Je sais, mais moi je l'ai. Vous l'aurez demain. Mais c'est juste pour que je colle et je commente. Enfin, je sais que vous ne l'avez pas, vous inquiétez pas. On est parti. Petit 2, si je ne me trompe pas. On continue sur nos définitions, mais c'est extrêmement important. Stigmatisme. Alors, il s'avère en fait que depuis le début du paragraphe précédent, plutôt depuis le milieu du paragraphe précédent, en particulier quand je fais ce genre de dessin, je vous escroque depuis tout à l'heure sans aucune forme de pitié. Tout simplement parce qu'en fait, vous voyez que je fais ce dessin-là, ok, je dis, ok, je pars de A0, ça c'est un vrai point, objet, voilà, c'est une source ponctuelle, ça fait des rayons, c'est cool, on est content. Tous mes rayons arrivent dans S1, à chaque rayon correspond à un rayon qui sort, on est d'accord, et par miracle, tous ces rayons sont concurrents. Ça, a priori, il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a aucune raison que ces 4 rayons-là soient concurrents. Ils auraient pu ne pas se couper en un même point, ils auraient pu faire une espèce de tâche dégueulasse. D'accord? Et donc en fait, autant A0 est garanti entre guillemets parce que c'est un point source, autant en fait l'existence de 1, et encore plus l'existence de A2, etc., n'est absolument pas garantie. Parce que, comme on a discuté tout à l'heure avec votre camarade, c'est pas parce que vous avez n droite qu'elles sont toutes concurrentes. Elles peuvent être n'importe comment. Donc ça, en fait, c'est un énorme problème, parce qu'en fait, je vous ai fait ça pour vous parler comment ça marche, mais en fait, encore faut-il que ces images existent, que ces points de concurrence existent vraiment. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Alors, en général, on a la situation suivante. Vous avez donc un système S, vous avez un magnifique point objet ici, d'accord, que je vais appeler A. D'accord, je vais faire 4 rayons comme ça, et vous avez 4 rayons qui sortent, comme ça. Et là, le côté qui est le point image dans cette histoire, bah c'est personne. On est d'accord? Que là, ce point image, d'accord? Ce qui signifie en fait qu'il n'y a pas d'image. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'image en sortie. Alors si vous voulez avoir du vocabulaire, on parle en fait de tâche image. Voilà, juste c'est plus un point, c'est une tâche quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait que vous voyez flou. D'accord? En gros, ça ne fait pas un point. D'accord? Ça fait juste une tâche. Et donc, c'est un peu comme si vous aviez pris, je sais pas, un dessin au feutre et que vous avez mis des gouttes d'eau partout. Ça fait un effet de flou. Vous êtes d'accord que mettre des gouttes d'eau sur un dessin, ça vous donne un effet de flou? Bah, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez chaque point et vous l'étalez. Vous faites exactement ça. Vous prenez un truc qui aurait dû être un point et vous fabriquez une tâche avec. D'accord? Petite remarque, vous vous souvenez de votre observation d'un téléphone portable vendredi dernier avec le microscope? D'accord? Ça vous raconte également que si vous regardez les choses suffisamment loin, vous voyez que les pixels sont pas tous au même endroit, d'accord?
Par contre, si vous regardez suffisamment loin, vous faites la somme des deux. Et tout se passe comme si c'était un point. On en reparlera un peu plus tard, ça s'appelle le stigmatisme approché. Et en fait, ça vient du fait que vos récepteurs sont limités en résolution. En gros, il y a une distance entre deux points où en fait, vous ne faites aucune différence entre le fait que ces deux points sont très proches ou qu'ils sont superposés. Ça va dépendre essentiellement de l'appareil de mesure que vous utilisez à l'arrivée. Vos yeux, un capteur CCD, ce que vous voulez, d'accord, et aussi de la restitution que vous faites à l'arrivée. C'est vraiment une grande discussion sur les écrans en particulier, d'accord. C'est une des raisons pour lesquelles la 5G, ça fait partie des choses, des inventions un peu débiles de ces dernières années, vu que regarder un film en HD sur un écran de téléphone portable, c'est complètement con. Vu le nombre de pixels qu'il y a sur un écran de téléphone portable et vu le nombre de pixels qu'il y a de traiter un film en HD. D'accord, il faudra juste que le téléphone portable soit plus portable. Comme ça. Et là, ça devient intéressant. Mais c'est plus des portables à ce moment-là, donc c'est débile. Ben, voilà. Donc, en gros, c'est le même truc, c'est qu'à un moment donné, vous ne faites plus la différence entre deux points distincts. On en parlera bientôt, mais en fait, on va devoir faire donc une première, enfin, c'est pas une approximation en l'occurrence, mais on va pour l'instant supposer que l'image existe, ce qui, en toute rigueur, n'arrive quasiment jamais. Mais en fait, c'est pas grave, parce que de façon approchée, ça arrivera extrêmement souvent si vous fabriquez correctement vos instruments d'optique. Mais c'est aussi le principe de les fabriquer correctement. Vous vous en rendez probablement compte, mais le fait d'avoir des lunettes qui vous permettent de voir correctement, c'est un truc qui est extrêmement moderne. D'accord ? Ça date à peu près du 20e, 19e siècle. Avant, vous aviez un bout de verre sur les yeux qui grossissait vagos, au détriment de pas mal de trucs. D'accord ? Voilà. En particulier quand c'était très épais. Donc, on est parti. Donc, la vraie définition, elle est, enfin, le point de bascule du cours, il arrive ici. D'accord ? Voilà. Donc, on dit qu'un instrument d'optique est stigmatique pour le couple A' si tous les rayons issus de A et passant par S ressortent concourants en A'. Autrement dit, si d'un objet A, vous fabriquez bien, d'un point objet A, vous fabriquez bien un point image A'. Donc, un instrument est dit stigmatique pour deux points A, A', si et seulement si tout rayon incident issu de A et passant par S ressort en passant par A'. Donc, en gros, c'est la situation que j'ai dessinée tout à l'heure. Alors, pardon. Ressort. Alors, en fait, non. J'ai encore une fois, j'ai une connerie parce que je fais les rayons. Stop. Comment est-ce que je modifie ça à moindre frais ? Parce que c'est pas uniquement les rayons, c'est les porteuses. Je vais essayer de faire ça à moindre frais. D'accord. Ici, vous ne mettez pas tout rayon incident, vous faites toute porteuse incidente issue de A et passant par S, ressort en passant par A'. Donc ça marcherait avec les porteuses, d'accord ? C'est juste histoire qu'on reste sur la généralité. Donc ça signifie que si vous prenez tous les rayons qui partent de A comme ça, ces trucs-là, par exemple, je vais faire un cas où c'est la porteuse, justement, voilà, comme ça. Par exemple, vous avez ce cas-là. Là, vous avez bien des porteuses qui sont toutes concurrentes en A'. Dit autrement, ça veut dire que de tout point objet A, vous fabriquez un point image A', avec l'intégralité des rayons concernés. D'accord ? Ceci implique que si A est objet, pour S, alors A' est image pour S. D'accord ? Voilà. Et on va utiliser une notation que je vais
utiliser tout le temps dans chaque exercice d'optique, n'importe partout, et c'est une notation complètement triviale et qui permet de simplifier considérablement l'écriture des problèmes d'optique. D'accord? Donc, ceci se note. Comme ça. Ok. Donc, je mets des légendes dans cette histoire. D'accord? Ça, c'est le point objet. Ça, c'est l'image. Et ça, c'est le système. D'accord? On est d'accord là-dessus? Oui. Sur le schéma que vous avez fait où il n'y avait pas d'image. Bah, c'est mort. Ouais, bon. Est-ce que faire la mise au point, c'est réduire l'angle pour qu'on se rapproche d'un point? Faire la mise... Alors, plisser les yeux, c'est faire ça. C'est pas faire la mise au point, justement. Donc, un truc que moi je sais en tant qu'enseignant, parce que je vous vois avoir besoin de lunettes, surtout quand vous arrivez en classe préparatoire, c'est qu'en fait, quand tu fais ça, parce que tu vois pas bien, encore c'est un truc, on sait que les gens ont besoin de lunettes quand ils font ça, c'est que grosso modo, en fait, justement, tu vas réduire l'angle pour que la taille de la tâche image devienne suffisamment petite pour que ça devienne un point. Donc ça, c'est réduire l'angle. Faire la mise au point, sinon, c'est changer la nature de ton système optique, justement pour que les rayons deviennent concurrents. Donc c'est pas le même mécanisme dans cette histoire. On est d'accord là-dessus? Deuxième définition pour évacuer le problème. Alors, c'est la différence entre les deux définitions, ou plutôt le niveau d'escalade entre les deux définitions, vu ce que vous allez étudier, n'a quasiment aucune importance. D'accord? Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai juste pris un point A et un point A', d'accord? Et en fait, il s'avère qu'il existe des systèmes qui sont stigmatiques que pour un couple de points. Il y en a un que vous connaissez très très bien, non pas pour cette propriété, parce que c'est là vous la connaissez probablement pas, mais que vous avez déjà croisé, c'est les paraboles. En fait, une parabole, c'est stigmatique pour le couple l'infini et là où vous avez le bout de l'antenne. D'accord? Voilà. Quel que soit l'angle à l'infini. Ça marche très très bien, c'est les propriétés particulières de la parabole qui font ça. Oui. C'est quoi le mot dans la Ressort. Mais par contre, une parabole n'est pas stigmatique pour les autres points. Okay? Donc là, vous voyez que c'est stigmatique pour deux points A', juste pour un couple particulier. Nous, on va définir un autre concept, qui est le fait qu'on dit que S est stigmatique tout court, si pour tout point objet, vous pouvez trouver un point image. C'est ça. Et c'est ça qu'on utilisera beaucoup. Donc, on dit que S est stigmatique si et seulement si, pour tout point objet, A, il existe un point image A' par S. Et là, oui, je t'écoute. Si une parabole reçoit des rayons obliques, on est en proportionnel à l'infini. En pas l'infini, tu vas avoir une tâche image. Elles vont pas arriver directement sur le bout de l'antenne. Ah non, pas du tout, non. Déjà, ils n'arrivent pas sur le bout de l'antenne. Oui, mais quand elles seront Que dalle. Ça va arriver n'importe où et même pas au même endroit. Bien sûr. Après, il faut bien comprendre, une parabole, je sais pas, je prends une parabole type balcon, c'est grand comme ça, tu dois avoir un rayon, enfin, une espèce de rond de courbeur qui doit faire quelques mètres. L'infini, au-delà de 10 mètres, c'est l'infini. Hein. Il faut bien comprendre ce dont on parle. Encore une fois, l'infini, ça va assez vite pour les systèmes optiques de manière générale. Alors, bien entendu, vous voyez aussi que j'ai fait un glissement. Une parabole, vous savez que ce n'est pas un système optique. Ça ne reçoit pas de la lumière, une parabole. D'accord? Mais en fait, comme la lumière est une onde électromagnétique, tout ce qu'on est en train de voir fonctionne aussi avec n'importe quel récepteur d'onde électromagnétique sans aucune forme de problème. Alors, vous connaissez peut-être ce vocabulaire, parce que vous avez fait l'optique déjà au lycée, je suppose. Théoriquement, tout ceci n'est qu'une version plus propre de choses que vous avez déjà croisées. Il est tout à fait probable que mes collègues du secondaire disent il y a un objet, il y a une image. Hop, hop, hop. Voilà. Parce que ça existe, c'est pas grave. Voilà, on met tout ça sous le tapis. Mais dans le principe, c'est un peu la même chose. Est-ce que vous savez comment on appelle A' par rapport à A? Il y a un petit adjectif qui se balade dans cette histoire. A' est dit image quelque chose de A. Ouais. Ah non, alors ça, tu me lobotomises ça dans la seconde, d'accord? C'est juste jamais symétrique, quoi.
Jamais, enfin jamais, ça c'est un cas très particulier. Ouais. Expression est réelle ou virtuelle, il y a pas un- Ça c'est après, c'est un réel virtuel, c'est ces histoires de porteuse ou de rayon, c'est pas celui-là. Ouais. foyer. Foyer, ça c'est autre chose, on verra après. Foyer, c'est probablement la pire chose que vous ayez vue au lycée. Parce que, enfin c'est hyper important, on va voir ça, mais la définition que vous avez est inexistante. Vous n'avez pas de définition des foyers, on est d'accord? Vous dessinez une ordi, vous faites ça, c'est les deux foyers. Et donc vous devinez une espèce de définition, et comme vous ne pouvez pas la deviner, bah, vous plantez, et vous avez une définition de merde dans la tête. Quoi. Voilà. T'inquiétez pas, ça va venir. Non, vous connaissez le mot. Hein. Bon, je vais vous le dire. Donc, A', édite, image, conjuguée de A par S. Vous n'avez jamais entendu parler du mot conjugué? Si, voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc on peut dire aussi que A et A' sont dits conjugués. Enfin voilà, il y a plein de façons différentes, mais dans le principe, c'est ça. Voilà. Petit 3, je vais vraiment faire un paragraphe spécifique sur le sujet. K des points à l'infini. Donc c'est un rappel, mais on va aller un tout petit peu plus loin, encore une fois, dans cette histoire. D'accord? Donc, soit un système S, et pour l'instant, en fait, je vais définir une direction arbitraire que je vais appeler direction de visée. Ça ne s'appelle pas du tout comme ça, en fait, ça s'appelle l'axe optique. Vous avez déjà croisé aussi ce concept un jour dans votre vie, mais pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est. Donc on va faire ça. Et une direction, voilà, je ne vais même pas lui donner de nom, je vais lui donner une direction arbitraire. Donc je prends mon système optique comme ça, S, et puis j'ai une direction arbitraire, comme ça, là, voilà, une espèce de ligne. C'est par là que je regarde vaguement, d'accord? Donc, je vous rappelle que tout point à l'infini est en fait modélisé, où il est équivalent de parler de point à l'infini et de parler de faisceau de quelle nature? Parallèle, d'accord? Donc, ça c'est un rappel, tout point à l'infini est modélisable par un faisceau parallèle. D'accord? Alors là, j'ai fait un dessin un peu complet, histoire de comprendre un peu les choses. Et surtout, vous voyez que, par contre, il y en a une infinité des points à l'infini. Parce que, par exemple, je peux dessiner celui-là. Ce point-là, c'est un point que je vais appeler A1 infini. C'est un point comment? Objet, image? Objet, d'accord? Objet pour S, bien entendu, dans ma situation. Mais est-ce que c'est le seul point à l'infini possible? Le seul point objet à l'infini possible? Non, je pourrais prendre n'importe quel autre faisceau parallèle, d'accord? Et j'aurai un autre point. Par exemple, je pourrais prendre, je sais pas moi, ça par exemple. Ça c'est un point A2 à l'infini. Vous êtes d'accord? Oui. Tout point à l'infini est modélisable par un faisceau parallèle. D'accord? C'est le rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. On est d'accord que là j'ai donc deux points à l'infini qui sont différents? Si je dessine un truc comme ça par exemple, ça c'est quoi? C'est un point image à l'infini, d'accord? Je vais l'appeler A'. Je peux l'appeler 1 par exemple à l'infini, alors peut-être pas 1, mais A' infini, d'accord? C'est un point image à l'infini. On est d'accord là-dessus? Quelle est la mesure, la grandeur qui me fait la différence entre A1 et A2? Ouais. L'angle, effectivement, c'est l'inclinaison de l'angle par rapport à ma direction de visée. D'accord? C'est ça qui fait la différence entre 1 et A2. Donc ça, c'est un truc à retenir. Un point à l'infini, si vous voulez caractériser sa position, c'est directement lié à un angle par rapport à une direction particulière. Je
t'écoute. Comment il peut y avoir un point à infini, bah, du coup à l'infini, si les rayons sont parallèles? Parce que c'est comme ça qu'on modélise un point à l'infini. Si tu prends un point c'est le raisonnement qu'on a fait la semaine dernière. Un point, c'est donc un faisceau divergent. D'accord? Si tu prends ce point-là et que tu l'emmènes à l'infini, sur une portion de truc, tous les rayons que tu vas recevoir, pour toi, ils viendront de la même direction. C'est ça le truc qui est important. Ok. Donc, un point à l'infini est caractérisé par l'inclinaison du faisceau parallèle le modélisant. Oui, je t'écoute. Oui. Alors, à l'infini, objet pour S. Et ça, c'est aussi un objet pour S. C'est juste histoire de repréciser et de repasser une couche sur les notions. D'accord? Donc, quand vous avez un objet à l'infini, vous pouvez le représenter comme ça. Oui, je t'écoute. C'est un point quelconque, il n'y a aucune raison que ce soit l'image d'un des points précédents. C'est pour ça que j'enlève le numéro. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, justement. D'accord. On est d'accord là-dessus? Donc vraiment, ce paragraphe est très court, mais il est extrêmement important quand je vous dis un point à l'infini. En fait, si vous voulez dire quel point à l'infini, c'est celui qui a un angle donné avec une direction particulière de visée. D'accord? On est au clair là-dessus? Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Ok. Petit 4, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais. Là, ça va aller très vite, c'est juste une définition, j'en ai juste besoin parce que j'utiliserai le mot une fois dans la suite du cours. Donc je le mets et puis je passe à autre chose. Aplanétisme, oui. Ah non, c'était Aplanétisme. Voilà. On dit qu'un système S est aplanétique si et seulement si, lorsque vous avez 3 points objets qui sont coplanaires, alors les 3 points images sont aussi coplanaires. Autrement dit, que quand vous avez un plan, vous fabriquez aussi un plan. Quand vous avez un plan objet, vous avez un plan image. Voilà. S est dit aplanétique si et seulement si, pour 3 points objets coplanaires. Tout le monde comprend pourquoi je suis obligé de prendre 3 points? D'accord que 2 points, 2 points sont toujours coplanaires. Enfin, 3 points sont aussi toujours coplanaires, mais je dis n'importe quoi en fait, pardon. Non, mais en plus 3 points, il faudrait que j'en prenne 4. Parce que sinon, 3 points sont toujours coplanaires en fait. Hein. C'est pour ça, même moi je bug dans ma petite tête. Et comment je le fais? Ouais, donc 4, donc j'en montre. 3 points sont toujours coplanaires, d'accord. Pour 4 points objets coplanaires, on a 4 points images coplanaires. Donc ça c'est la version compliquée. La version simple c'est l'image d'un plan par S est un plan. D'accord. Je t'écoute. Les appareils photo font ça. En fait, grosso modo, il y a un théorème qu'on ne va pas démontrer mais qui est extrêmement pratique, c'est que dès qu'un système centré est stigmatique, il est aplanétique. C'est pour ça que je n'utiliserai jamais le mot aplanétique parce qu'en fait ça c'est embarqué dans le grand truc des stigmatiques et on ne se posera jamais la question. En fait, cette définition-là, elle s'applique dans un cas très particulier dont on a déjà parlé, c'est que votre vision est une vision par plan en fait. Globalement, tous les objets à une même distance de vous, c'est ce qu'on va appeler la distance en fait. Donc ça c'est un peu particulier, c'est-à-dire que quand vous prenez un appareil photo et que vous dites je prends un objet à 10 mètres ou un paysage à 10 mètres, vous ne prenez jamais un objet à 10 mètres. Il y a un point qui est à 10 mètres, puis le reste, en raison de Pythagore, c'est pas à 10 mètres. C'est plus loin. Mais ce que vous appelez 10 mètres, en fait, c'est le plan. C'est la distance entre le plan d'objet et votre appareil photo. C'est ça qu'on appelle la distance. C'est un plan et ça fait un plan sur l'appareil photo et sur le capteur. C'est pour ça que ça marche bien. Donc, je fais un petit résumé rapide. En résumé, le S
état planétique. On a retrouvé la sonnerie. Si et seulement si l'image d'un plan est un plan. Par S est un plan. Voilà. Fin du paragraphe, c'est juste histoire de définir ce concept-là, à un moment donné ou à un autre. Ok. Et donc, dernier paragraphe avant qu'on passe aux exercices. Mais ça va aller vite. Petit 5, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui. L'image d'un plan par S est un plan. Simple, efficace. Oui. C'est pas forcément le même plan. Ah non, pas du tout. Bah, au contraire. Si tu prends par exemple un appareil photo, tu prends en photo un plan là, et le plan image, ça va être sur le film ou sur le capteur CC. Par contre, tu sais que les images ne sont pas reculées, avancées, continuellement, vous pouvez tout dans ça. 5. Dernier paragraphe de grand 1. Résolution. Donc en fait, là, on va revenir de façon un peu plus propre sur cette espèce d'ajout dégueulasse que j'ai fait vendredi, en mode pop-up que je t'embrouille, d'accord? Voilà, on va définir ça proprement. Mais c'était juste pour que ce week-end, vous puissiez faire les exos du type est-ce qu'un œil humain il va séparer les deux trucs ou pas? En gros, vous ayez cette grandeur dans la tête. Alors, des résolutions, en fait, il y en a deux différentes, selon que vous êtes en train de regarder les objets à distance finie ou que vous êtes en train de regarder les objets à distance infinie. Il y a une différence parce que la résolution, dans un premier cas, ça va être la distance entre les deux objets. Dans le deuxième cas, ça va être la distance angulaire entre les deux objets. D'accord? Donc résolution ou résolution angulaire. Donc, je vais faire le premier, petit a, résolution spatiale, deux points, K, des objets. Est-ce que je fais ça d'abord quand même? Non, en fait, attendez, je fais un truc intelligent. Non, il faut que je fasse un truc intelligent d'abord. Pardon, excusez-moi. Pardon. C'est après que je fais la subdivision. Pardon. Donc, tout dispositif optique finit par un capteur. Donc, je vais faire une définition de capteur extrêmement basique. Un capteur, c'est quelque chose qui va convertir un rayon lumineux en un signal mesurable. D'accord? Donc, en général, un signal électrique. Donc, je vais me limiter à l'électrique, c'est ça, d'accord? C'est ça le principe, d'accord? Donc, capteur, qui est un dispositif convertissant la lumière en signal électrique. Alors, des exemples de capteurs, vous en connaissez 3. Je mets électrique entre parenthèses parce que sinon le troisième exemple ne marchera pas, mais c'est pas très grave. Il y a un capteur que vous utilisez tous les jours, chaque milliseconde que vous faites. Ouais. L'œil. Alors l'œil, non. Un bout de l'œil, la rétine. D'accord. L'œil en soi est un système optique complet. Vous avez grosso modo une lentille, d'accord, un diaphragme devant. Et à la fin, vous avez quelque chose qui va convertir le signal lumineux en signal électrique, d'accord, qui ensuite va à votre cerveau, et ensuite votre cerveau réinvente le monde tranquillement. Je vous rappelle que votre cerveau produit le monde avant d'être nourri des sensations extérieures, d'accord. Il a à peu près 200 millisecondes d'avance, globalement. C'est pour ça que vous pouvez être surpris, parce que tout d'un coup, là, un truc, tiens, c'est pas exactement ce que vous avez imaginé. Okay. Donc ça, c'est assez intéressant. Votre cerveau se nourrit des perceptions pour corriger le monde qu'il invente, le monde qu'il projette. Le premier, c'est la rétine. Le deuxième, c'est ce que vous avez dans n'importe quel téléphone portable, à savoir un capteur CCD. D'accord? Voilà. Et pour les plus vintage d'entre vous, vous aviez le film photographique qui convertit de la lumière, cette fois en information chimique. D'accord? Donc c'est plus un signal électrique ici, c'est juste que vos molécules dans votre film photographique, quand elles vont recevoir de la lumière, elles vont se transformer, faire une réaction chimique et fixer la couleur.
Donc, je le mets entre parenthèses, tout simplement parce que c'est quand même une technologie qui a une tendance assez forte à disparaître, sauf en cinéma, et encore de plus en plus, ça devient quand même compliqué à utiliser globalement. Ça intéresse littéralement plus personne, ce genre de truc, pour plein de raisons. Donc pour vous, c'est ça. Alors, ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que quel que soit parmi les trois objets, quel que soit l'objet que je prenne, vous avez en fait, il est constitué de ce qu'on appelle en général des cellules. D'accord? Alors bien sûr, pour le mot rétine, c'est les cellules humaines. Pour un capteur CCD, on n'appelle pas ça des cellules, on appelle ça des pixels. D'accord? Mais c'est exactement la même chose. Ok? Et pour un film photographique, ça s'appelle des grains. Vous avez déjà entendu parler. Il y a des gens qui font de la photo argentique un jour. Voilà, ça s'appelle le grain, d'accord? Plus vos grains sont épais, et plus votre photo elle a un aspect justement un peu flou, un peu granuleux, justement, parce que simplement les points dans votre film photographique ont une grande taille. D'accord? Pour ceux qui manipulent des appareils photo avec capteur CCD, vous simulez ça avec ce qu'on appelle l'ISO. D'accord? À l'époque, il y avait un rapport entre l'ISO et la taille des grains. D'accord? Vous avez des films granuleux si vous avez des choses très sensibles. Donc on y va, mais ça c'est hyper important à comprendre. Donc on va vraiment y passer un peu de temps ici pour comprendre les choses. Donc tout capteur est constitué de récepteurs élémentaires et ces récepteurs sont appelés cellules ou pixels. En gros, ça ressemble à ça. Alors, c'est très grossier, hein. Mais votre capteur, c'est en général une grille, d'accord? Et vous avez en fait, chaque point est une cellule, quoi. Mon dessin est dégueulasse, souvent elles font la même taille, hein, globalement, d'accord? Et quand vous achetez un appareil photo, quand on vous dit que votre capteur il a tant de mégapixels, en fait, c'est tout simplement le nombre de pixels que vous avez sur votre capteur. Plus il y en a, et plus en fait leur taille est petite. Et plus vous avez une définition précise sur votre photo. D'accord? On est au là-dessus? Alors ça, en fait, c'est hyper important parce que ça va permettre de faire en sorte que la rigueur, à un moment donné, va arrêter de nous faire chier. Donc maintenant, en fait, je vais prendre soit deux images que je vais appeler A'1 et A'2, formées sur le capteur. Vous voyez ici qu'on a deux cas possibles. Soit A'1 et A'2 se forment sur deux cellules différentes. Auquel cas, vous avez deux signaux électriques différents, traités différemment par le système, etc. etc. D'accord? Ça porte un nom. On dit que A'1 et A'2 sont séparés par le système. Il les voit différemment. D'accord? Vous appuyez ici et ici, par exemple, vous avez deux boutons. Okay? Voilà. Donc, ça c'est une définition. Si A'1 et A'2 se forment sur deux cellules différentes, on dit que A'1 et A'2 sont séparés par le système. D'accord? Ils sont traités différemment. Par contre, si A'1 et A'2 se forment sur la même cellule, alors pour le système, c'est comme si vous n'aviez qu'un seul point dont l'intensité vaut la somme des deux intensités. Ok? D'accord? C'est comme si, je sais pas, vous jouez sur un piano, vous pouvez deux touches différentes, et à un moment donné, vous appuyez à deux doigts sur une seule touche. Vous n'avez plus qu'une seule note, plus forte. On est d'accord? Bon, ça marche pas comme ça un piano exactement, mais dans le principe, vous avez compris quoi. Si au contraire, A'1 et A'2 se forment sur une même cellule,
pour le système, enfin, pour le capteur plus exactement, cette situation est équivalente à une image d'intensité que je vais appeler I1 plus I2. Vous comprenez ce que sont I1 plus I2, c'est l'intensité du point A1, A'1 et l'intensité du point A'2. On est d'accord? Ça signifie un truc extrêmement important. Ça signifie que si jamais A'1 et A'2 ne sont pas exactement au même endroit, mais pas trop loin non plus, tout se passe comme s'ils étaient au même endroit. Vous ne pouvez absolument pas faire la différence avec ce capteur-là. Vous n'avez aucun moyen de faire ça. D'accord? Vous ne pouvez pas. Si vous voulez faire une expérience biologique extrêmement intéressante, il faut que vous soyez deux. D'accord? Vous pouvez faire un test en utilisant l'un ou l'une votre main et l'autre, soit le bras, soit le dos de votre partenaire. Ça, c'est vraiment une histoire de tester la résolution. Prenez, donc voilà, on va prendre deux personnes, d'accord? A et B. A utilise ses doigts, B utilise son dos ou son bras. Le bras est extrêmement nerveux, c'est-à-dire que grosso modo, si vous prenez deux doigts même côte à côte comme ça, vous savez qu'il y a deux points de contact. D'accord? Vous le ressentez, tout simplement parce qu'en fait, les récepteurs nerveux sont extrêmement proches, il y en a beaucoup, et donc pour vous, vous avez deux trucs différents. Si vous faites la même chose dans le dos, vous n'y arrivez pas. Les récepteurs nerveux dans le dos sont extrêmement espacés. D'accord? Autrement dit, ça revient à dire que les cases là sont très grosses. Et donc, à un moment donné, ça c'est un jeu que vous pouvez faire, hein, d'accord? C'est extrêmement simple. Sur le bras, vous pouvez faire j'ai combien de doigts, machin, personne ne se gourre. Dans le dos, vous ne savez pas s'il y en a 2, 3, 4, à partir du moment où vos doigts sont assez proches les uns des autres. Ce dont on parle ici, c'est que votre capteur du toucher, de la pression plus exactement dans le dos, sont des capteurs qui occupent un espace très grand, alors que dans le bras, c'est beaucoup plus petit, donc vous avez une meilleure résolution. Il y a un cas où vous pouvez séparer l'information, vous savez exactement ce qui se passe. Il y a un cas où vous ne séparez pas l'information, vous savez juste que quelqu'un vous appuie dans le dos. Zéro subtilité. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est vraiment la version biologique de ce que je suis en train de raconter là. D'accord? Si vos cellules sont trop grosses, à un moment donné, ne faites pas la différence entre une grosse impulsion et deux impulsions au même endroit. D'accord? Alors ça va avoir une conséquence parce qu'il est quasiment évident que si vous avez deux points objets qui se rapprochent, les deux points images vont se rapprocher aussi. Et il y a un moment donné où si les points objets sont trop proches, alors vos points images seront trop proches et donc vous n'allez plus les séparer. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir séparateur d'un instrument d'optique. D'accord? Donc ça, c'est la définition. Donc on appelle pouvoir... Donc, or, si A1 et A2, objets conjugués de A'1 et A'2 se rapprochent, et bien en fait, A'1 et A'2 aussi. Donc, on appelle pouvoir séparateur d'un système la capacité à séparer A1 et A2. Autrement dit, à former deux images dans les endroits différents. Alors là, on va avoir une distinction de cas. Soit A1 et A2 sont à une distance finie, auquel cas le pouvoir séparateur, c'est vraiment la distance entre les deux points. D'accord? Soit A1 et A2 sont à distance infinie, auquel cas le pouvoir séparateur sera un pouvoir séparateur qui sera l'angle entre les deux faisceaux parallèles. Donc c'est là où je mets mon petit A. Cas où A1 et A2 sont à distance finie. Et
donc là, la définition, c'est qu'on appelle résolution. Donc là, ce sera en mètres, hein, enfin, grosso modo, ce sera en distance. La distance minimale qu'il faut entre A1 et A2 pour que le capteur sépare A'1 et A'2. D'accord? Donc autrement dit, vous prenez un et 2 très proche, vous regardez sur leurs images, vous prenez la distance là et vous dites, ok, si vous êtes en dessous de telle distance pour les images, on est en dessous de quelle distance pour 1 et 2. Ouais, je t'écoute. Le pouvoir séparateur, c'est l'équivalent de la résolution sur les multiplicateurs. C'est la même chose en fait. En gros, résolution, c'est la mesure du truc. Le pouvoir séparateur, c'est le concept général. Mais les deux termes sont très interchangeables. Si tu me dis le pouvoir séparateur, c'est en mètres, j'ai aucun problème dans cette histoire. On tourne autour du même pot quand même. Donc ça, c'est la distance finie. D'accord. Alors, je peux faire un espèce de dessin extrêmement schématique pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe. Imaginons que j'ai un système S ici, avec un capteur ici. Et je vais prendre 3 points avec des couleurs différentes. Je vais prendre A1, et puis ici, je vais prendre A2. Et ici, un troisième point que je vais appeler A3. D'accord? Vous voyez où je veux en venir? Enfin, c'est ce qui va se passer. Mon capteur, je vais le faire en fausse perspective, histoire de dire que je fais un truc en 3D. D'accord? Je fais des petits capteurs ici. Et en gros, si j'ai A'1 ici, mais que j'ai A2 ici, A'2 ici, et A'3 ici, d'accord? Vous voyez que A'1, enfin en tout cas que 1 et A2 sont séparés par le système. Par contre que A2 et A3 ne sont pas séparés par le système. C'est bon là-dessus? Voilà. Donc ici, hein, A2 et A3 ne sont pas séparés. Vous voyez qu'on utilise le même mot pour dire que les objets ne sont pas séparés et que les images ne sont pas séparées. C'est ce qui revient au même dans cette histoire. D'accord? D'accord, donc mon point bleu et mon point orange, ils tombent exactement dans la même case. La façon dont on va faire ça dans les exercices, c'est relativement simple. Vous prenez l'objet A2, A3, vous regardez la taille de l'objet de l'image A'2, A'3, et si cette taille est plus petite que le capteur, vous ne séparez pas les objets. Voilà, c'est raisonnable. Le deuxième cas, et je m'arrête après pour le cours en tant que tel, c'est le cas où A1 et A2 sont à l'infini. Oui, je t'écoute. Même si la distance est toute petite, mais qu'elle se trouve entre deux cases. Alors en général, c'est un critère en fait, c'est juste un critère moyen. C'est grosso modo, c'est quoi la distance minimale qu'il faut? Oui, si tu es sur 2 pixels très voisins, tu vas avoir le coup de bol, mais statistiquement, tu vois que grosso modo, ça donnera une espèce de distance minimale pour lesquelles tu es sûr de sortir en tout cas du capteur. C'est plus dans ce sens-là. Mais je suis d'accord qu'effectivement, on peut avoir un gros coup de bol et que ce soit à côté. Alors après, ça veut rien dire parce qu'en fait, tu photographies jamais un ensemble de points en fait. Tu photographies un truc constitué de plein de points côte à côte, donc la statistique va faire le boulot. Deuxième cas, c'est le cas où A'1 et, 1 et A2 sont à l'infini. Et là, en fait, c'est exactement la même définition, sauf que ce ne sera plus une résolution tout court, mais une résolution angulaire, puisque ce qui va caractériser vos points infinis, c'est l'angle qu'ils font par rapport à une direction donnée. Donc, c'est la même chose. On appelle résolution angulaire. Donc, cette fois, c'est en degrés. L'angle minimal entre A1 et A2 pour qu'il faut pour que le capteur sépare A'1 et A'2. D'accord, donc la même chose.
Donc celle que vous connaissez, donc là ça rejoint ce qu'on a vu vendredi tout à la fin de la séance. C'est ça dont on parle quand on parle de résolution angulaire de l'œil humain, d'accord? L'œil humain majoritairement regarde des objets à l'infini, c'est-à-dire au-delà de 3 mètres, d'accord? Voilà, sans aucune forme de problème. Et globalement, dès que deux objets seront séparés de 1 minute d'arc, vous allez réussir à avoir 2 points différents. S'ils sont en dessous de 1 minute d'arc, vous n'arrivez pas à les séparer, vous allez voir un point lumineux, d'accord? Alors, petite remarque, si vous voulez faire l'expérience de ça de façon extrêmement nette, choisissez une soirée non nuageuse, contrairement à hier, d'accord, hein, voilà, je vous ai fait sortir pour rien. Moi aussi, je suis sorti, vous inquiétez pas. C'est un peu triste, c'est comme ça. La prochaine, c'est le 31 décembre 2028, hein, quand même. Après, on attend un peu. Mais on reparlera des phénomènes astronomiques un autre jour. Vous connaissez la Grande Ourse? Vous connaissez ce truc-là, d'accord? Vous connaissez les Chevaliers du Zodiaque? Il y a quand même des gens qui ont un peu de culture dans cette pièce ou pas? Voilà. Alors, en fait, si vous avez vu... alors, je parle de l'animé pour le coup, pas du manga. En l'occurrence, si vous avez vu l'arc Asgard, d'accord? Vous savez qu'en fait, il y a un des méchants, d'accord? J'en parle en détail pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est pas grave. Qui a un frère caché derrière, d'accord? C'est Mizar et Algor, qui sont en fait, si vous prenez la Grande Ourse, l'étoile du milieu du manche, là. En fait, si vous regardez ça dans une nuit pas trop éclairée, vous avez une deuxième étoile que vous voyez à l'œil nu, d'accord? Ça, il n'y a pas de problème, vous séparez ça sans aucune forme de problème. Jusque-là, tout va bien. Si vous regardez Mizar avec un télescope, vous allez constater qu'en fait, Mizar est elle-même une étoile double. Et ça, vous ne le séparez pas à l'œil nu. Vous le séparez avec un télescope. Donc, séparation angulaire dépend bien entendu de l'appareil optique que vous utilisez. D'accord? Fun fact, Mizar et Algor sont le premier couple d'étoiles binaires visuelles dans l'histoire de l'humanité. Mizar double, c'est le premier système binaire optique dans l'histoire de l'humanité. Et si vous faites de la spectroscopie sur l'un des deux, vous vous rendez compte que c'est aussi une étoile double. En fait, ça, c'est un système quadruple. D'accord? Cette histoire. Et c'est aussi la première étoile double spectroscopie dans l'histoire de l'humanité. Il y en a qui cherchent. Ouais. Et du coup, sur Terre, on appelle cette étoile bizarre, alors que c'est 2 étoiles? C'est 2 étoiles, effectivement. Enfin, on appelle. Ça dépend qui est on. Tu vois. Si tu prends un vrai catalogue, machin truc, enfin, un catalogue du Parcos avec des milliards d'étoiles, c'est pas compris ça proprement, quoi. D'accord? Mais, on a appelé ça Mizar. Bah, pour vous, c'est une étoile, hein. Si tu vois juste le truc comme ça, tu vois qu'un seul truc, quoi. Par contre, non, si tu prends un télescope vraiment, ou une astronomie hyper basique, une paire de jumelles, c'est ultra net pour le coup. Tu vois bien les 2 étoiles, c'est très très visible. D'accord là-dessus, donc la résolution dépend essentiellement du système optique que vous utilisez. Si vous grossissez bien entendu les angles, forcément vous verrez mieux les choses. Je m'arrête là pour le cours pour aujourd'hui. Vous commencez les exercices, vous continuez plus exactement les exercices de la planche d'optique numéro 1.